Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve comme chaque 2 semaines avec Georges Pira pour parler des Juifs. Ce moment, c'est les Juifs du Maghreb. Tu as intitulé ça l'influence des petits rabbins, entre guillemets, les petits rabbins, pour Midreshet Yehuda Manitou. On est impatient de t'écouter, les Chavod. Merci. Tu me mets après en grand écran, s'il te plaît. Merci. Bien, bonsoir à tout le monde. Alors, on va commencer. Attendez voir, j'ai juste un petit truc là. Seconde. Voilà. Je ne sais pas, je pense que c'est bien. On t'entend et on te voit. J'ai un écran dans l'écran, je ne comprends pas très bien. Nous, on te voit et on t'entend, Georges. Bon. Alors, d'abord, j'ai un carnet de famille. C'est quand même sympathique. Il y a 15 jours la bar mitzvah du petit-fils de nos amis Maxime et Daniel Schiff. Alors ça, c'est une bonne nouvelle et on leur dit donc un grand mazel tov. Et il y a eu aussi, la semaine dernière, la bar mitzvah d'un petit-fils de Micheline Cohen et pour elle aussi, un grand mazel tov. Alors, elle a plein de petits-fils et puis Maxime et Daniel aussi. Alors, un d'entre eux, qui chacun fait sa bar mitzvah, c'est des bonnes nouvelles et donc je voulais vous les communiquer. Voilà. Alors, on fait notre petit résumé habituel, celui-là d'il y a 15 jours. Et nous avions vu il y a 15 jours que, vu du point de vue de l'Alliance israélite, les Juifs du Maghreb ont une pratique religieuse très assidue. Ils lisent beaucoup le Zohar et ils sont empreints de superstition. Ils disent aussi dans leur rapport que souvent, ils ont une pratique qui n'est pas vraiment empreinte de conviction, mais simplement de tradition. Et puis, ils nous parlent aussi des similitudes entre le culte des musulmans et le culte des juifs, c'est-à-dire la tradition de pèleriner sur les tombes des saints, donc des pèlerinages, beaucoup de fétichisme, tout ceci vu donc par la lorgnette de l'Alliance israélite. La réalité est un peu différente. Il est clair que les Juifs ont une très forte identité juive dans les pays du Maghreb, à tel point que celui qui ne respecte pas les traditions risque de se retrouver au banc de la communauté, interdit d'être enterré, pas d'appel à la Torah, donc véritablement une mise au banc de la communauté. Le judaïsme structure le quotidien des communautés et des Juifs du Maghreb d'une façon extrêmement étroite, et ce judaïsme est vécu de façon intense. Je vous ai raconté l'histoire de Tisha B'Av, où une dame raconte son propre récit pour illustrer le malheur de la destruction du deuxième temple, et du premier d'ailleurs. Mais cela dit, il n'y a pas beaucoup d'accès à la modernité, et donc la part de l'ésotérisme, de la superstition est extrêmement importante, et notamment ce qu'on appelle le Ein Hara, le mauvais sort, le mauvais œil, qui est extrêmement dangereux. Et je l'avais illustré par l'histoire de la communauté de Fès, qui en 1933, je crois, avec un petit doute, a un projet extrêmement intéressant de construction d'un nouveau Talmud Torah pour 1 millier d'élèves, moderne, clair, chauffé, vraiment de vraies salles de classe. Et pourtant, la création de ce Talmud Torah est refusée par ce que j'appelais la dernière fois les petits rabbins, je m'en explique tout de suite tout à l'heure, mais aussi par Rabbi Vidal Serfati, qui est un Talmid Chacham de Fès, donc une autorité, une véritable autorité, et qui lui aussi s'oppose à cause du Ein Hara, à cause du mauvais œil. Voilà une illustration de la superstition qui emprunte ce judaïsme. Et l'école de l'Alliance israélite heurte toutes ces croyances. Je vous ai là aussi raconté l'histoire de mademoiselle Farache, qui en 1932 à Casablanca a une réflexion d'une élève qui lui dit « mais c'est la tradition, nos parents nous l'ont enseigné ». Et elle dit ça avec beaucoup, beaucoup d'émotion. Alors, les superstitions prévalent dans beaucoup de circonstances de la vie, notamment pour les grossesses, évidemment,
pour les naissances, également pour les maladies. Et il faut dire que la médecine traditionnelle ancestrale est dominante, notamment au Yémen et dans l'Atlas marocain, jusqu'en 1948. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas aussi un début d'adeptes d'une médecine plus moderne. Et effectivement, on a des gens qui mettent en place les structures d'une médecine moderne. Il y a un butoir à un moment donné, il y a un blocage politique de l'évolution du judaïsme, ou plutôt une opposition au judaïsme, d'abord par les jeunes Turcs en 1908, qui disent que le Shabbat, il ne faut plus le pratiquer, c'est une tradition de gens paresseux qui ne veulent pas travailler tout simplement. Et en 1919, nos grands humanistes que sont les Anglais, eux également s'opposent, ça ne va pas très bien marcher, mais vont tenter de s'opposer au principe de la cacheroute. Comme quoi, je me demande en quoi ça peut les concerner. Et alors, les grands rabbins fustigent partout, à travers tout l'Orient, ces juifs qui transgressent les mitzvot, notamment à Bagdad, où il y a des appels au respect des traditions. Ces coups de boutoir contre la religion ont commencé très tôt, par exemple en Égypte, dès l'histoire de Napoléon. Nous sommes là en 1798, donc tout à fait à la fin du XVIIIe siècle, où des juifs ashkénazes viennent à la faveur de cette conquête de Napoléon. Ils fuient les pogroms des pays de l'Est et apportent avec eux les premières bases des idées socialistes et du sionisme. Sionisme, évidemment, ce n'est pas encore le sionisme de Herzl, mais l'idée d'un retour à la terre. Voilà. Il y a beaucoup de témoignages, notamment évidemment dans les rapports de l'Alliance, sur la ferveur religieuse, sur les courants mystiques, sur un sionisme religieux. Et tu n'as pas mis en... Si, mais excusez-moi un instant, je ne sais pas, là, je suis sur ce truc-là, je ne sais pas s'il faut faire quelque chose. Ah ben voilà. Merci ma meilleure moitié qui sait mieux manipuler cette machine que moi. Alors, donc, des témoignages, je vous disais, sur la ferveur religieuse, sur les courants mystiques, sur le sionisme religieux, sur les liens entre cette communauté du Maroc et Israël par un filet d'immigration permanent qui remonte très très loin, puisque dès le XVIe siècle, la communauté juive du Maroc est fortement représentée en Eretz Israël. Nous allons revenir là-dessus un peu plus longuement ce soir. Alors, je vous ai aussi parlé la dernière fois des pèlerinages qui sont extrêmement nombreux, puisqu'on confère aux tombes de nos Kedoshim des pouvoirs surnaturels, et au Maroc, on ne dénombre pas moins de 600 Kedoshim. 600, c'est un chiffre considérable, mais ce qui est intéressant, c'est que 90 d'entre eux sont également profondément respectés par les musulmans. Et d'un autre côté, les Juifs ont une grande considération pour 17 des saints musulmans. Alors, on pourrait s'étendre longuement là-dessus, il y a beaucoup de textes là-dessus. Enfin, je ne vais pas vous embarrasser parce que là, on se dilue un petit peu beaucoup. Sachez quand même qu'il y a comme ça des échanges, une osmose entre ces deux communautés à certains moments. Alors, évidemment, dans les rapports de l'Alliance, on parle de fanatisme religieux. Et voilà, c'est une lecture. Alors, il y a aussi au Maroc un certain nombre de conversions à l'islam. Ça, c'est un peu plus ennuyeux. Alors, conversion à l'islam ou en Perse, conversion à la religion Baha'i à partir de 1877, jusqu'au petit-fils du grand rabbin de Marrakech qui va se convertir à l'islam. Alors, ces conversions peuvent avoir plusieurs raisons. D'abord, ça peut être des conversions forcées. Premier point. Deuxièmement, ça peut être des conversions intéressées pour échapper à une misère terrible et pour pouvoir se soustraire au statut de dhimmi, ce qui marchera plus ou moins, en tout cas dans une période un peu plus reculée à l'époque des Almohades, parce que les Almohades considéreront que les nouveaux musulmans ne sont pas pour des sangrés, donc de sang pur,
et ils seront affublés de signes distinctifs au même titre que les Juifs, alors qu'ils sont musulmans. Mais ça, c'est une époque. Plus proche de nous, il y aura des conversions vraiment par intérêt. Il y a une troisième raison aussi de conversion, ce sont des femmes qui épousent des musulmans. L'inverse n'étant pas possible, une juive peut épouser un musulman ne peut pas épouser une juive, ou un juif, pardon, ne peut pas épouser une musulmane. Voilà. Alors, ça arrive de temps à autre, pas très, très souvent, parce qu'il y a quand même très peu de mariages mixtes. Par contre, il existe une raison à des conversions qui est beaucoup moins élégante, c'est-à-dire que le principe, quand un enfant se convertit à l'islam, au décès des parents, il hérite exclusivement de la totalité de la fortune des parents, à l'exclusion de ses frères et sœurs. Et ça, parfois, pas souvent non plus, il ne faut pas me faire dire ce que je ne dis pas, mais ça a parfois été une des raisons d'une conversion, vraiment, là, pour le coup, par intérêt. Alors, des conversions forcées, il y en aura pas mal, à tel point d'ailleurs que le Congrès juif mondial obtiendra en 1952, c'est donc relativement tard, le droit de faire annuler les conversions à l'islam d'enfants de moins de 20 ans. Voilà, nous en étions là la dernière fois, et je vous ai dit tout à l'heure que j'allais reprendre un petit peu le lien à Eretz. Alors aussi tout de suite, pour me dédouaner de mon titre pour ce soir, je sais bien qu'il va faire bondir, j'ai parlé du pouvoir des petits rabbins, on va en parler tout à l'heure. Je l'ai dit la dernière fois, je parle de petits rabbins sans aucun mépris. Ce qu'on disait tout à l'heure avant le début, il y a des petits rabbins qui étaient très grands et des grands rabbins qui étaient très petits. Ça n'a donc rien à voir avec ce statut. Il y a les grands rabbins qui sont quand même, il y a eu beaucoup de rabbanim, ce qu'on appelle des rabbanim, des maîtres à penser, des gens qui ont une production intellectuelle, des sfarim que nous étudions jusqu'à aujourd'hui. Ce sont de très, très grandes personnalités. Et vous avez ces petits rabbins de communauté. J'en parlerai tout à l'heure, je voulais simplement enlever toute ambiguïté. Ce n'est pas un propos méprisant, ce sont de petites gens, souvent de valeur, souvent aussi très âpres, très durs, parce que la vie n'est pas facile. Mais nous verrons ça tout à l'heure. Je voulais juste enlever dès le départ toute ambiguïté sur ce terme. Donc, je vais vous parler du lien à Eretz. Et ça, c'est quand même un chapitre intéressant. Il est puissant, qu'il soit mystique et spirituel ou plus raisonné et moral, ce lien est extrêmement fort et il se concrétise notamment par les quêtes pour la Chalouka, donc des shlichim, des délégués qui viennent d'Israël, de Palestine, pour chercher de l'argent pour les yeshivot, pour les institutions, et un peu plus tard, à partir de 1880, des délégués qui viendront pour aider le Yishuv naissant, les implantations récentes en Eretz Israël. Et c'est le terreau du sionisme du Maghreb et spécifiquement du Maroc. Ces Juifs ont, et je reprends une expression de Georges Bensoussan, ces Juifs du Maroc pour qui Eretz Israël est au cœur de leur géographie de l'esprit. Ce sera une expression très belle, très intéressante, parce qu'elle dit toute la centralité d'Israël dans la morale, dans l'esprit, dans la foi des Juifs marocains. Et puis, il y a des gestes très touchants dans ces quêtes au bénéfice d'Eretz Israël. Et Yom Tov Tzemach nous raconte dans un livre qui s'appelle « Les saints de l'Atlas ». Nous nous situons donc dans les montagnes du Maroc, dans ce judaïsme très pauvre, vraiment très pauvre. Et il raconte en 1938, c'est donc il n'y a pas très très longtemps, que Rabbi, parce qu'on les appelle Rabbi, les shlichim qui viennent de Palestine, Raphaël Bibas, quête pour le Talmud Torah de Tibériade. Et il voit que ces gens sont extrêmement pauvres, et il demande à chaque famille, dans les villages qu'ils traversent, de lui consacrer une poule. Une poule. Ils ont quelques poules dans leur basse-cour. Et ces gens, très scrupuleusement, vont récolter chaque œuf pondu par cette poule,
vont les vendre et vont confier l'argent à un commerçant de Marrakech à charge pour lui de faire parvenir l'argent à Rabbi Raphaël Bibas. C'est un geste absolument magnifique, extrêmement touchant, de gens vraiment pauvres qui font ce qu'ils peuvent, et c'est éminemment respectable pour aider Eretz Israël. Voilà. Un autre exemple de cet attachement des Juifs marocains à Eretz Israël est assez intéressant. On se situe vers 1955. Les Juifs d'Oufran. Alors, Oufran est une petite ville dans le sud du Maroc qui a une très ancienne communauté, probablement une des toutes premières communautés du Maroc. C'est une petite communauté, il y a 150 membres, ce n'est pas grand-chose, mais c'est une communauté qui a une claire conscience de venir d'Eretz Israël et d'habiter en Djalout, en Galoute. Voilà. Et elle entretient, cette communauté, une tradition très tenace depuis des générations, parce que quand je dis une des plus anciennes communautés du Maroc, on remonte au 1er siècle de l'ère commune. C'est donc très loin. Ils entretiennent une tradition très tenace d'ancêtres familiaux ayant vécu en Eretz Israël. Et ces gens, depuis qu'ils sont à Oufran, sont assis sur leurs valises. C'est une image. Ça veut dire qu'ils ne se considèrent pas comme installés, ils n'attendent qu'une chose, c'est l'heure du départ. Et ceci depuis des siècles, mais basé sur une tradition qui ancre la famille en Eretz Israël. C'est quand même une formidable fidélité au travers de centaines et de centaines d'années. À Tunis, beaucoup de Juifs ont un ardent désir de partir vers Jérusalem. Et Henri Dunant, alors vous savez qui c'est Henri Dunant, c'est le fondateur après la guerre de 1870 de la Croix-Rouge. Mais à l'époque, il est un voyageur, un petit peu diplomate sur les bords, mais en tout cas peu importe. En 1858, Henri Dunant note qu'il y a un certain nombre de Juifs de Tunisie qui partent faire à pied le voyage vers Jérusalem, vers ce qu'ils considèrent comme leur patrie, en traversant la Libye, l'Égypte, les déserts, pour arriver. Un voyage extrêmement dur et évidemment dangereux. 1858 en Tunisie. Pour les Juifs du Yémen qui sont en partance en 1948, on fait des petits sauts comme ça d'un siècle parce que l'histoire est toujours un petit peu similaire, c'est toujours un petit peu la même. Les Juifs du Yémen qui sont en partance en 1948, pour eux, Eretz est tout simplement un concept religieux et géographique, rien d'autre. Alors, je vous fais là des affirmations extrêmement péremptoires. Pour les Juifs du Yémen, ça n'est qu'un concept géographique et religieux. La notion, l'idée de sionisme politique ne les effleure pas. Pourtant, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on envoyait de l'argent au Yishuv, au premier Yishuv après 1880. Nous allons voir que tout ça doit être nuancé. Le monde juif du Maroc ou du Maghreb en général n'est absolument pas monolithique. Il y a toutes sortes de courants qui le traversent, qui le bousculent, qui le secouent à partir du 19e siècle. Tout ça, nous allons le voir. Bien. 1918, M. Lyotet, le maréchal, vous savez, c'est ce général à l'époque qui a aidé les Juifs de Fès après le pogrom de Fès. Donc, on est 6 ans après. Mais 6 ans après, on est au Maroc sous protectorat français. Les choses changent. Et voilà ce qu'il écrit. En termes très ampoulés, n'est-ce pas, très enveloppés, il explique que pour protéger les relations judéo-musulmanes dans le protectorat du Maroc, il convient de refuser tout soutien au mouvement sioniste, d'autant qu'il vient d'être renforcé par la déclaration Balfour. L'attraction des Juifs pour la Palestine est préjudiciable à nos intérêts africains. Ce n'est pas Giscard qui écrit ça, hein. Ce n'est pas Mitterrand non plus, et ce n'est pas Chirac. C'est Lyotet en 1920. Il n'y a pas eu beaucoup de changements au travers des années et au travers des décades dans la politique traditionnelle de la France. Mais voilà, c'est comme ça.
C'est ce que dit Lyautey. Mais par contre, c'est un homme qui comprend aussi beaucoup de choses. Il dit également, il y a quand même à considérer que le judaïsme a son pôle d'intérêt à Jérusalem. Écoutez bien la suite. Tout comme l'islam a le sien à la Mecque, et pas du tout à Jérusalem. Voilà ce qu'écrit Lyautey en 1918. Et ce lien des Juifs à Israël est parfaitement reconnu par les musulmans, à telle enseigne qu'en mars 1909, arrive au Maroc Chlouch. Chlouch, on en a parlé déjà plusieurs fois, il s'est beaucoup baladé dans tous les pays du Maghreb, c'est un homme qui nous a rapporté beaucoup d'enseignements, et on lui conseille de s'habiller comme un rabbin de Jérusalem, parce que c'est le seul type d'étranger toléré au Maroc. Et s'il s'habille comme un rabbin de Jérusalem, il passera ainsi comme le consul des Juifs, ce qui est accepté. Donc, on reconnaît dans le monde musulman ce lien des Juifs à Israël. C'est absolument clair dans tous les rapports que nous avons. Alors, ce lien à Eretz Israël de la part de ces populations est aussi l'expression d'une conscience très aiguë qu'ils vivent dans un exil terrestre, moral et spirituel, la galoute. Et l'idée de terre de liberté, Eretz Israël, terre de liberté pour les Juifs, est clairement à prendre au premier degré. C'est leur aspiration fondamentale, c'est de rejoindre Israël ou la Palestine pour retrouver leur liberté, liberté spirituelle, liberté physique, liberté sociale, tout ce que vous voulez. Voilà. Et il y a un fonctionnaire français qui écrit en 1948 : pour tout juif, quel qu'il soit, la Palestine est la terre promise, spécialement pour les juifs du Maroc qui souffrent d'une condition inférieure du fait des musulmans et souffrent d'injustice et de partialité dans le cadre des tribunaux. Voilà ce qu'écrit un fonctionnaire français en 1948. Ça, c'est donc très, très proche de nous. Situation pas très sympathique, évidemment. Et il continue en disant : cette vision de la Palestine comme foyer de liberté et de sécurité est l'explication de l'engouement actuel, tournant parfois à la psychose, le terme est fort, tournant parfois à la psychose pour les départs pour la Palestine. 1948, alors évidemment, en 1948, il s'est passé quand même beaucoup de choses, hein. Il n'y a pas que le rapport de ce fonctionnaire français. Il y a la rage et la rancœur des musulmans de par le monde avec la création d'Eretz Israël, évidemment. Mais voilà, Israël, c'est ce à quoi on aspire. Cette aspiration, c'est un véritable mysticisme plus grand encore que dans les communautés juives de Pologne, où les avis sont infiniment plus partagés. Et ce lien est concret. Il n'est pas seulement spirituel. Il est concrétisé. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a la Chalouka, évidemment, et notamment la Chalouka spécialisée vers les 4 villes saintes de Palestine, Yerushalayim, Hebron, Tveria et Tzfat, qui sont largement soutenues par les communautés du Maroc, qui reçoivent très, très bien les shlichim et qu'ils voient dans cette participation à l'entretien des communautés une tradition d'alia religieuse, proprement dit, depuis le Moyen-Âge. D'ailleurs, depuis le Moyen-Âge, il y a une tradition d'aller en Israël depuis le Maroc, où tous les ans, quelques dizaines de Juifs font le voyage pour aller vers la Palestine et font souvent souche sur place. D'ailleurs, des villes comme Jérusalem, Yafo ou Haïfa doivent énormément à ce filet d'immigration permanent qui notamment va augmenter après 1840 avec une immigration du Maghreb en général, d'Irak et du Yémen. Ces Juifs du Maroc qui arrivent en Palestine vont acheter beaucoup de terrain, notamment à Jérusalem, pour créer des cimetières déjà, pour créer des Bate Knesset, mais également pour créer des écoles.
Et d'ailleurs, la semaine dernière, Ariel Assaf nous a fait un très beau cours sur la famille Abou du Maroc et qui a fait énormément dans les achats de terres. Alors, nous reviendrons sur ces grandes familles séfarades qui ont beaucoup contribué au début du 19e au développement de la Palestine, mais moi, je me le réserve quand on parlera du sionisme. Donc, c'est pour un petit peu plus tard. Quand on parlera de la renaissance d'Israël, ce n'est pas dans les 8 prochains jours, je vous rassure. Mais je me le garde pour plus tard. Sachez quand même qu'il y a une véritable participation importante, plus que significative, de la communauté séfarade à la renaissance d'Israël. Alors, cette participation, il faut aussi tout de suite dire que ce n'est pas du sionisme politique. Le sionisme politique a été formulé par Herzl à la fin du 19e. Ça ne veut pas dire que l'idée sioniste n'existait pas, puisque nous avons, il y a bien longtemps déjà, étudié le Collator, un livre du Gaon de Vilna, qui nous indique qu'il faut venir en Eretz Israël. C'était un sionisme concret dont il parlait, acheter des terres, exploiter, faire de l'agriculture, etc. Mais il n'y avait pas la notion de nation, de pays, pas encore. Ça viendra un peu plus tard. C'est ce que j'appelle le sionisme politique, les deux évidemment convergents dans le même sens. Si ce n'est pas du sionisme politique, en tout cas, ça témoigne d'un terreau intellectuel, d'un terreau culturel qui lie comme un cordon ombilical la communauté de diaspora du Proche-Orient, du nord de l'Afrique à la terre d'Israël. Un contrôleur civil français écrit en 1946, ce monsieur s'appelle Étienne Coydem, ces liens sous forme d'émigration temporaire ou définitive vers la Palestine et les collectes en faveur de la Terre sainte ont constitué un sérieux atout pour le sionisme dans les premières années du protectorat. Donc, parfaitement conscient de ce qui se passe, et il fait un rapport dont je vous ai lu un petit extrait. Mais si on remonte un petit peu avant, 1888 à Tétouan, nous sommes au nord du Maroc, et le représentant de l'Alliance israélite note que sa communauté est considérablement appauvrie du fait des dons considérables qui sont consentis aux shlichim d'Eretz Israël, donc au point d'appauvrir toute la communauté. Et quelque chose d'extrêmement intéressant, que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il y a un certain nombre d'institutions en Israël, mais qui sont enregistrées au Maroc. Donc, dans le registre des institutions, des associations de tout type, il y a un certain nombre d'associations dont la présence physique se trouve en réalité en Palestine. Et je vous en cite quelques-unes. Le comité des Israélites marocains de Jérusalem, le comité des Kolelot de Rabbi Meir Balanès à Tibériade, le comité des Sfardim de Jérusalem, le comité du Kollel de Rabbi Shimon à Safed, la société des Chassidim de Yerushalayim, la société des Avot HaOlam de Hebron. Toutes ces sociétés, ces associations que je vous ai mentionnées, sont inscrites au Maroc et entretenues par la communauté du Maroc qui envoie de l'argent donc en Israël. Le rabbin qui vient de Terre Sainte, le Shaliach, est vu comme un kadosh, comme un saint. Et c'est l'histoire de Shlouch dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et quand il vient, on demande sa bénédiction parce qu'il apporte une bénédiction de la Terre Sainte. C'est tout à fait autre chose que la bénédiction du petit rabbin local, n'est-ce pas? Et malheureusement, dans ce joli tableau, il y a parfois quelques escrocs qui se glissent, mais ça, c'est la vie, c'est la loi de l'humanité. On ne va pas s'arrêter sur ces gens de peu de conscience. Ce que je vous ai raconté là sont de très, très belles histoires qui montrent ce véritable lien ombilical qui existe entre le Maroc et Eretz Israël.
Voilà, alors je reviens un petit peu, c'était une parenthèse un peu souriante, et je vais revenir à mes petits rabbins traditionnels qui ont un vrai problème parce qu'ils affrontent une modernité qui mine tout doucement leur autorité. Et c'est un problème. Et l'Alliance israélite y a joué un rôle très important, puisqu'elle a amené cette modernité qui faisait défaut. Alors, partout où l'Alliance a créé une école, ça a effectivement été un tournant. Et même en Irak c'est beaucoup plus loin, où il y a un réseau éducatif juif important qui enseigne l'hébreu, mais qui enseigne l'hébreu comme on pouvait enseigner à l'époque, l'Alliance ouvre une voie à une éducation professionnelle et met partiellement à une éducation tout à fait catastrophique. En Irak, en Libye, même problème. Ça veut dire quoi, catastrophique? Dans les écoles, il n'y a pas de registre. On ne sait pas l'âge des enfants. On ne sait pas combien il y a d'élèves. Ils rentrent, ils sortent de classe quand ils en ont envie. Ce n'est pas possible. Et à Marrakech, par exemple, l'école se tient dans des granges dont le toit est percé et la terre est le sol est en terre battue. Alors évidemment, quand il pleut, ces gosses sont assis dans la gadoue, dans la boue, et le rabbin est assis sur une natte complètement pourrie. Évidemment, c'est un vrai cloaque et les enfants ne peuvent pas apprendre grand-chose dans ces conditions. Un bulletin de l'Alliance de 1883 nous dit la chose suivante. L'enseignement est à peu près nul. Ce sont des asiles, pas des écoles. Oh, c'est dur. Ça, c'est dur. L'enseignement est routinier, n'a pour seule vocation que d'apprendre à lire des textes que les enfants ne comprennent pas. C'est uniquement la préparation de la lecture des prières et également de la bar mitzvah. Alors, les termes sont très durs, il faut bien voir de la bouche de qui ça vient, et nous allons nous en expliquer tout de suite. La directrice de l'école de l'Arrache, le directeur, pardon, écrit en 1903 « L'éducation première a tout dénaturé en eux, les sentiments, le caractère, la volonté. » Alors, il y a une part de vrai dans tout ça, évidemment. Quand des enfants grandissent dans de telles conditions, d'abord, ils n'ont pas envie, pas de volonté d'apprendre, et puis les relations sont dures, les relations sont conflictuelles, clairement, parce que la misère est trop lourde. Mais, ces propos très durs sont également à placer dans un contexte particulier, qui est celui de la lutte anticléricale qui se fait jour en Europe, et notamment en France. Et cette lutte anticléricale mobilise les acteurs de part et d'autre de la Méditerranée. En France, au moment où je vous parle là, de ces écoles de Marrakech et autres, c'est la lutte entre l'Église et l'école laïque, et une lutte qui est féroce et qui ne se fait pas de cadeaux. Et ce qu'on entend dans la bouche de ces dirigeants ou de ces professeurs de l'Alliance, c'est l'écho de ces guerres cléricales qui ont lieu en Europe, qui sont le résultat et l'héritage de la Révolution française d'abord, et évidemment du mouvement des Lumières et de la Scala. La Scala, c'est un autre problème, ça nous concerne nous plus spécifiquement. Donc voilà. Alors, beaucoup de professeurs quand même pensent qu'il ne faut pas heurter trop les gens, et le problème se résoudra de lui-même, progressivement, au fur et à mesure du départ à la retraite des rabbins et des enseignants. Tout s'améliorera lorsque, je reprends mon thème, les petits rabbins partiront à la retraite. Et la communauté escalité, donc les cadres communautaires, sont parfaitement conscients que cet enseignement traditionnel est mauvais et dégradant, mais ils ont une peur terrible d'une déjudaïsation des esprits, et jusqu'à l'indépendance du Maroc, ils s'opposeront largement à l'ouverture pédagogique apportée par l'Alliance. Donc l'Alliance va faire un formidable travail
Mais en réalité, tous nos amis originaires du Maroc qui ont des très beaux souvenirs de l'Alliance, ça date d'après 1950. C'est donc une période très récente. Mais là, je rappelle que l'Alliance a ouvert sa première école en 1862 et ça n'a pas été facile, pas du tout. Voilà. Donc, on a peur. Ce n'est pas nouveau, hein, d'ailleurs. La modernité fait peur un petit peu partout. Nous avons, par exemple, à Tanger, en 1924, un formidable projet extrêmement intéressant d'ouverture d'un séminaire rabbinique qui formerait en 5 ans les rabbins du futur, avec évidemment des études juives, mais également l'étude des langues européennes, l'étude de l'hébreu, des études générales, et nous aurons de cette façon de jeunes rabbins prêts à prendre en charge les communautés. L'idée est extrêmement intéressante et c'est un échec total pour 2 raisons. D'abord, l'opposition d'une grande partie du corps rabbinique et ensuite un niveau d'entrée dans cette école beaucoup trop bas. Et il faudra attendre les efforts de l'Alliance israélite qui finira par ouvrir cette école avec succès, mais en 1950, c'est-à-dire très peu de temps avant la fin de l'histoire du judaïsme marocain. Voilà, la modernité a beaucoup de mal à pénétrer. Alors parfois, on a des rapports qui sont tout à fait contradictoires. Nous avons en 1859 un monsieur qui s'appelle Jacob Sapir et qui parle de la communauté du Yémen totalement arriérée. Les hommes savent la Torah par cœur, mais ignorent son sens. Quant aux femmes, elles sont totalement analphabètes. 1859, non, 1860. 50 ans plus tard, 1910, mais ne croyez pas, la situation n'a pas changé au Yémen. C'est immuable, la situation et du Yémen et du Maroc. L'Algérie, c'est autre chose. La Libye ou la Tunisie, ces situations n'ont pas changé sur un siècle. Or, en 1910, le directeur de l'école d'Alliance de Bagdad fait un voyage à Sanaa. Et je peux vous dire que Sanaa, ce n'était pas très beau comme situation. On en a longuement parlé quand on a étudié déjà les Juifs du Yémen. Et voilà ce qu'il nous écrit. Tous ces Juifs ont des Bibles, un Talmud et d'autres livres dans les meilleures éditions. L'instruction religieuse est très développée. Nos Juifs, c'est très affectueux, même les plus modestes, ont l'esprit juste, le raisonnement clair. À parler avec ces gens si grossiers d'aspect et mal mis, mal habillés, on éprouve étonnement et joie. C'est donc complètement contradictoire du premier rapport que je vous ai apporté. Et en réalité, on a une fâcheuse tendance de mettre tout le monde dans un même sac. Or, toute l'histoire, que ce soit du Maroc, de l'Algérie, de la Libye, de la Tunisie, ce n'est pas du tout quelque chose de monolithique. Il y a des courants qui secouent. Évidemment, ça a été presque monolithique pendant des siècles. Mais 19e et 20e siècle, ça change complètement. Ces communautés sont en train de subir des chocs, un tsunami. Il y a des courants contradictoires qui travaillent la communauté, qui font évoluer les choses. Et c'est ce que nous allons essayer d'approfondir un petit peu. Dans le Mélam marocain, depuis des siècles, j'en reviens à mes petits rabbins. Dans le Mélam marocain, ce n'est pas le plus riche qui fait la loi, mais le rabbin. Alors, Doris Ben Simon, qui est une enseignante de l'Alliance, dit que cette théocratie, attention, les mots sont durs, hein, a un pouvoir exorbitant sur les humbles qui sont tenus de se plier aux impératifs du calendrier hébraïque. Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire-là? Illustration, 1888, à Bagdad, un coiffeur veut ouvrir sa boutique à Chol Hamoed Sukkot, ce qui est parfaitement légitime. Immédiatement, le rabbin lui envoie son domestique, assisté d'un soldat, en lui donnant ordre de fermer sa boutique et on lui envoie quelques bonnes gifles pour qu'il comprenne bien le message. Terminé, il ferme la boutique. Ça, c'est l'autorité des rabbins. Excessive à de nombreuses occasions, mais nous allons en parler.
la population dit Valadji. Valadji, ce n'est pas n'importe qui, c'est le directeur de l'Alliance à Fès, c'est un grand bonhomme. Et il dit la population juive est esclave du corps rabbinique. Propos pas très sympathique. Ils ont un pouvoir absolu également dans le domaine des mœurs, c'est-à-dire que pour un rabbin, c'est assez normal. Et je vais vous donner quelques exemples. Notamment, alors ça, quand même, on peut comprendre la position du rabbin. Dans chaque communauté, il y a toujours quelques prostituées qui ont d'ailleurs une clientèle très fidèle de gens très pieux. Pas incompatible, paraît-il. Ah, ben voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, ces braves dames, qui ont leur fonction sociale aussi, sont absolument infréquentables de leur vivant et par conséquent, une fois décédées, sont enterrées dans un carré à part au cimetière. Elles sont mises à l'écart de la communauté. Et il y a parfois des choses assez piquantes. En 1907, au Caire, une prostituée offre un Sefer Torah à la communauté. Et ce Sefer Torah est évidemment brodé à son nom, c'est elle qui l'offre. Alors, le rabbin, il accepte le cadeau. Quand même, un Sefer Torah, c'est pas rien. Mais il est très gêné et très embêté, évidemment, parce que tous ces jeunes gens qui viennent prier vont devoir prier devant le don de cette jeune femme qui va leur rappeler en permanence leurs péchés. Donc, c'est très ennuyeux. Voilà. Alors là, le rabbin, il a donné un petit coup de canif dans ses principes absolus, puisqu'il a quand même accepté ce cadeau. Mais il y a d'autres domaines. Par exemple, malgré beaucoup de condamnations générales des communautés, de la morale ambiante, etc., les rabbins ne se battent pas beaucoup contre les mariages précoces. Et à ça, il y a plusieurs raisons. Alors, il y a des raisons objectives. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, que les mariages précoces protégeaient d'une certaine manière ces enfants de rapt, de conversion forcée, etc. C'est vrai, mais pas seulement. C'était aussi souvent une bouche de moins à nourrir à table, et donc au mari de s'occuper de sa femme. Voilà. Et puis le rabbin, mais pour le rabbin, c'est très intéressant parce que rédiger une ketouba, très souvent, quelques années après un acte de divorce, ça rapporte des sous. Or, ces petits rabbins, et je vais vraiment encore une fois m'expliciter là-dessus, sont des gens souvent très dévoués, mais ils sont durs. Ils sont durs parce que leur vie est dure. Leur vie est difficile. Ils gagnent très, très peu. Donc, tout ce qui est occasion de gagner quelque chose, il faut le prendre parce qu'ils ont eux aussi des familles à nourrir. Et c'est un struggle for life, c'est une bataille pour la vie, c'est extrêmement difficile. Et donc, petit rabbin, oui, avec beaucoup de mérite, souvent, avec beaucoup d'injustice aussi, avec un niveau de compétence pédagogique proche du -10, mais on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, et voilà, ça nous donne ces résultats. Une emprise très forte sur une communauté souvent pauvre, et donc qui obéit au doigt et à l'œil à son rabbin, ce qui est très honorable, et une jeunesse qui va commencer à ruer dans les brancards au XIXe siècle. Ces petits rabbins sont dayanim, évidemment, et sont aussi habous. Habous, c'est-à-dire qu'ils sont les administrateurs des biens religieux. Donc, ils administrent la communauté. Et tous les événements familiaux représentent un casuel, une occasion de toucher une petite enveloppe. Les mariages, les divorces, les décès, les bar mitzvahs, les brit milot, tout cela est susceptible d'arrondir un petit peu les fins de mois. Et donc, ces rabbins n'ont aucune envie de voir la situation changer. Ils s'en accommodent, ils vivent cas un cas comme ils peuvent, et la communauté aussi vit correctement dans ces conditions. Alors, l'opposition à la modernité, qui commence quand même à grignoter, il n'y a rien à faire, n'est, elle, pas non plus monolithique. Certains rabbins considèrent que l'enseignement profane est indispensable et absolument pas contradictoire avec une pratique rigoureuse du judaïsme.
D'ailleurs, intéressant parce que nous avons certains rabbins contemporains dans notre beau pays qui feraient bien de prendre des leçons comme quoi l'éducation profane n'est pas incompatible avec le judaïsme. Vous suivez mon regard, je suis très furieux contre un certain parti qui réclame l'arrêt de l'enseignement des mathématiques et des langues et des sciences dans les yeshivot. Voilà, je m'arrêterai là, mais j'ai mon quart d'heure de grogne. Voilà. Et ces rabbins disent, la religion a tout à gagner à épouser le mouvement plutôt que de le subir. Alors, il faut dire que l'essentiel des rabbins qui tiennent ces propos sont justement les grands rabbins, c'est-à-dire les rabbins de grandes communautés. Qui dit grande communauté, dit communauté avec souvent plus d'ouverture, le long du littoral, un peu plus accessible au modernisme et évidemment plus ouvert à la modernité. Mais il y a des petits rabbins aussi qui comprennent ça. Nous allons voir ça tout de suite. À Meknès, en 1938, le directeur de l'Alliance israélite écrit « Cette foi ritualisée ne séduit plus une jeunesse perplexe qui cherche une autre voie. » Facile à comprendre. Et le grand rabbin de Rabat écrit « Le français étaye l'hébreu, sans lui, les enfants déserteraient l'école hébraïque. » Donc voilà, tout est dit. Nous allons voir pourquoi les enfants déserteraient l'école hébraïque tout de suite. En 1872, on monte un petit peu en arrière, le grand rabbin de Bagdad, lors de l'ouverture de l'école de l'Alliance, le grand rabbin qui s'appelle le grand rabbin Abdallah Sommer, y envoie son propre fils à titre d'exemple pour la communauté. Donc, vous voyez que ce n'est pas monolithique. Il y a des gens qui sont favorables à cette modernité, d'autres non. De la même façon, au Maroc, Vidal Serfati, grand rabbin de Fès, dont je vous ai parlé tout à l'heure, en 1923, dit dans une lettre tous les efforts qu'il fait pour encourager les gens à envoyer leurs enfants dans les écoles de l'Alliance israélite. Il est parfaitement conscient de la nécessité d'aborder les rivages de la modernité. Évidemment, ce soutien est encore plus fort, ce que je vous ai dit avant, dans les communautés du littoral, qui sont plus importantes, plus ouvertes, plus modernistes. Et ainsi, Mogador, le grand rabbin de Mogador, voit dans l'Alliance israélite un agent d'émancipation du judaïsme. C'est tout à fait vrai, le terme est exact, un agent d'émancipation du judaïsme. Mais il ne le dit pas du tout dans une perspective négative. Il dit dans une perspective de hisser le judaïsme au niveau des enjeux des nouvelles sociétés des 19e et plus tard du 20e siècle. À Mazagan, dès 1877, le grand rabbin Joseph Samuel Aboulafia demande à Crémieux de fonder une école de l'Alliance israélite dans sa ville, de peur que les enfants deviennent des goyim. Ça, c'est intéressant. Donc, la pression est telle sur ces communautés qu'ils craignent que les enfants fuient littéralement le judaïsme, convertir à l'islam, pour pouvoir avoir une vie un peu meilleure. Donc, l'arrivée de l'Alliance, l'accès à l'éducation profane est pour ce grand rabbin l'espoir d'accéder à une meilleure vie et donc de maintenir les Juifs dans le giron de la communauté. Alors, au contraire de ce que disent beaucoup d'historiens d'ailleurs, de même qu'il y a des courants intellectuels modernes ou modernistes qui agitent le judaïsme ashkénaze, nous avons dans le judaïsme séfarade, ce n'est pas de larges couches, ce sont des petites couches de lettrés, d'intellectuels qui sont ouverts aux lumières et qui sont parfaitement informés de l'évolution de la Haskalah dans le monde ashkénaze. Et ils savent ce qui se passe et ils veulent essayer de formuler un autre courant des Lumières juives, donc de la Haskalah, pour, on va dire, sauce séfarade. Voilà. Et c'est très intéressant ce qui se passe. Et au Yémen, dès 1880, on est parfaitement au courant du Yishuv moderne. Ah. Alors, vous allez me dire,
je vous raconte des trucs les plus contradictoires possibles. D'un côté, les Juifs, ils sont pauvres comme tout. D'un autre côté, ils achètent des terrains en Palestine. D'un côté, ils ont une éducation zéro, notamment au Yémen. Et d'un autre côté, ils sont cultivés. Mais qu'est-ce que c'est que cette salade? Je raconte n'importe quoi. Non, je ne vous raconte pas n'importe quoi. Je vous montre du doigt, encore une fois, que ce judaïsme n'est absolument pas monolithique. Il est divers, il est varié, il est riche, je parle intellectuellement, il évolue et il supporte des agressions, entre guillemets, si on peut appeler ça, de la modernité, qui vont le faire évoluer. Je continue ma petite histoire. Donc, on est parfaitement au courant, fin du 19e, à Sanaa, de l'existence d'un Yishuv moderne. À Sanaa, mais pas dans les montagnes de Yémen. Alors là, c'est tout à fait une autre situation. Nous l'avons étudié déjà. Et Sanaa est en rapport avec l'Alliance israélite et avec le Board of Deputies. Board of Deputies, c'est important, c'est l'équivalent de l'Alliance israélite, mais en Angleterre. Alors, il faut aussi dire que Aden, qui n'est pas loin, est occupé par les Anglais à partir de 1840. Donc, il y a des petits liens qui se créent. Et puis aussi, il y a des Ashkénazes qui se sont installés au Yémen après 1850, toujours des gens fuyant des pogroms, et ils font le lien entre les deux mondes, entre le monde ashkénaze et le monde séfarade. Et nous avons des rabbins yéménites, ces gens tellement arriérés qu'on a d'ailleurs reçus ici dans des conditions absolument épouvantables, mais c'est une autre affaire. On a des rabbins yéménites qui correspondent avec des maskilim d'Europe, et à l'inverse, les jugements, les tchouvot de Batédinim du Yémen sont étudiés, enseignés et utilisés dans les communautés ashkénazes. Donc, vous voyez, ces échanges d'esprit, d'intellectuels dans tous les domaines, aussi bien de la halakha que de la modernité, que de la haskala, etc. Voilà. Ces beddines de Sanaa sont parfaitement connus et leurs tchouvot sont recherchés et largement étudiés. Au Maroc, c'est pareil. Le judaïsme du Maroc est en relation avec tout le monde juif, mais pas tous les juifs du Maroc, une partie du judaïsme du Maroc. Et beaucoup de juifs émigrent vers la Palestine, ça nous l'avons déjà vu, et vers le bassin méditerranéen. Sauf qu'il se passe au Maroc quelque chose au 19e siècle. Il y a cette ouverture, et tout à coup, boum, tout se ferme, parce qu'il y a un nouveau sultan qui s'appelle Moulay Suleiman, qui est un intégriste wahhabite extrêmement sectaire, fermé et obscurantiste, et qui considère que toute relation avec l'Europe est préjudiciable au monde, au Maroc. Donc, on ferme les portes et il n'y a plus d'échange du tout. Sauf que, heureusement, ça ne va pas durer très longtemps parce que les Français sont installés en Algérie depuis 1830 et puis toute l'Europe fait pression sur ce Maroc pour que ça ne va pas, on ne peut pas fermer les portes comme ça. Finalement, ça va déboucher en 1856 sur le premier accord de commerce entre le Maroc et un pays d'Europe, il s'agit en l'occurrence de Londres. Et puis 1859-1860, alors la catastrophe, il y a les Espagnols qui débarquent à Tétouan, et je peux vous dire que les Juifs de Tétouan n'étaient pas très heureux. C'était des descendants des Séfaradim qui ont quitté l'Espagne en 1492, et ils ont tout fait pour empêcher les Espagnols de débarquer, mais enfin, ils ont débarqué quand même. Oui, mais le Maroc, il n'est pas très content avec ça. Le Maroc se sent agressé. Alors, d'une part, il y a un contrat avec Londres, il y a les Espagnols qui se permettent de débarquer à Tétouan. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est un véritable déni d'autorité. En plus, il y a beaucoup de gens qui deviennent bénéficiaires de protection consulaire. Alors ça, c'est un système, je crois que ça n'existe plus aujourd'hui. En fait, le consul d'Espagne, plus tard le consul d'Angleterre, le consul de France, etc., peuvent prendre sous leur tutelle des citoyens marocains, qui deviennent donc citoyens, je ne sais pas si c'est vraiment une citoyenneté, mais en tout cas, il y a une protection. Et ça, c'est un déni de l'autorité du sultan, de l'autorité du pays où ils habitent. Et ils le supportent très mal. Or, qui c'est qui demande en priorité des protections consulaires? Évidemment, ce sont les Juifs,
qui sont en but au statut de dhimmi. N'oublions pas que ce statut de dhimmi est toujours en fonction et il est durement appliqué. Et donc, ils sont les premiers intéressés à bénéficier de ces protections consulaires. Et ça provoque ce que ça doit provoquer, une haine, une agression qui se développe chez les Marocains contre les Juifs qui ne sont pas fidèles au Maroc, qui sont… Mais vous savez, on est là au 19e. Vous avez vu ce que Poutine a sorti aujourd'hui? Si je perds la guerre, il y aura une flambée d'antisémitisme en Russie. Quel est le rapport? Aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Désolé, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, Poutine. Voilà. Bon, je continue. Alors, on s'en prend évidemment au judaïsme marocain et il se trouve qu'on est bien informé de ces situations en Europe. On s'en prend au judaïsme du nord du Maroc, évidemment, et du littoral méditerranéen, puisque c'est eux qui ont accueilli notamment les Français quand ils vont arriver un petit peu plus tard, et qui sont tous disposés et demandent ces protections consulaires. Ce judaïsme du littoral méditerranéen du Maroc est parfaitement informé de la situation des Juifs d'Europe, et notamment au travers d'un journal, le premier journal juif édité au Maroc, qui est édité à Tanger et qui s'appelle Moghrabi. Et Moghrabi apporte des nouvelles du judaïsme d'Europe au judaïsme du Maroc. Et puis, les Lumières, elles abordent également dans le monde juif d'Orient, c'est-à-dire au nord du Maroc, c'est les Juifs séfarades étymologiquement, plus bas, ce sont des Juifs judéo-arabes, si vous voulez. Et seulement ce modernisme, il concerne vraiment que peu de Juifs au départ, très peu. Ce sont des intellectuels, mais qui vont transposer en Orient tous les enjeux de la Haskalah. Alors ça touche peu de monde, mais si vous voulez, c'est une graine, c'est une semence. On l'a plantée, cette semence, elle va germer et elle va se développer. C'est tout à fait naturel. Au Yémen, entre 1890 et 1914, il y a une querelle entre deux groupes de juifs, les Dardéim. Dardéim, ça vient de Dordéa, la génération du savoir, la génération de la connaissance, donc les modernistes au Yémen, contre les Ikeshim qui sont des adeptes de la Kabbale d'une part, du judaïsme tout à fait traditionnel et du retour aux sources des Juifs du Yémen, notamment à l'étude de Rambam, Maïmonide. Donc on a là une guerre pendant 25 ans entre deux groupes, un plus moderniste, l'autre plus traditionnaliste. On retrouve ça un peu partout. Les masculines d'Orient, donc les adeptes de la Haskalah, sont globalement des autodidactes, des gens qui se sont formés eux-mêmes, mais comment? Alors, ils connaissent très très bien l'hébreu, ça ils savent. Et donc, ils diffusent les nouvelles idées qu'ils piochent notamment dans des journaux qui viennent d'Europe de l'Est, et ils les traduisent en judéo-espagnol et en judéo-arabe. Et ce faisant, ces masculines sont véritablement cofondateurs du mouvement sioniste, des cercles sionistes qui naissent au Maghreb pendant le troisième tiers du 19e siècle, entre 1870 et 1900. Ils lisent la presse des masculines d'Europe orientale, c'est ce que je viens de vous dire, et ils voient très clair la naissance d'un mouvement national juif. Ah, mais ça, c'est autre chose. Mouvement national juif, nous touchons là au sionisme politique. Ils sont parfaitement conscients que ce sionisme politique est en train de naître et qu'il va se développer. Et alors, ce mouvement va se développer jusqu'en Inde, et je vais même dire le contraire, il va commencer en Inde. En Inde, mais qu'est-ce qu'on vient faire en Inde, nous? Or, il se trouve qu'en Inde, il y a des émigrés juifs d'Irak et du Yémen, plus tard aussi du Liban, depuis le XVIIe siècle. Ouh, ça remonte très loin, cette affaire-là. Ils sont installés notamment à Bombay et à Calcutta, et sont les premiers à développer la Haskalah dans une perspective
séfarades. Alors, cette histoire des Juifs d'Inde qui viennent d'Irak, du Yémen et plus tard du Liban, c'est toute une affaire dont je vous parlerai, évidemment, mais ce n'est pas pour ce soir, c'est pour un peu plus tard. On reste gentiment dans notre région, au Maghreb pour le moment. Vers 1900, les communautés des grandes villes arabes, du monde arabe en général, reçoivent des titres de la Haskalah européenne, un peu partout maintenant. On y parle réforme religieuse, sionisme, révolution de l'hébreu. L'hébreu de langue morte ou de langue de la prière devient la langue du langage. C'est très différent. À Mogador, en 1890, on a un juif ashkénaze qui s'appelle Tzvi Brecher et qui trouve chez un juif de la ville la collection complète de tous les ouvrages de la Haskalah. Et il trouve également un autre juif à Mogador qui est abonné depuis des années 1890. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé à Marrakech de eau qui pleut, qui rentre dans les écoles des rabbins. Regardez l'antinomie entre ça et ça. C'est impressionnant. Et donc, il trouve ce juif qui a toutes les collections des livres de la Haskalah et un autre qui est abonné depuis des années à un journal de Varsovie qui s'appelle Hatzfira, un journal qui parle évidemment du sionisme. Je vous demande encore 5 petites minutes avant de m'arrêter si vous voulez bien. Un voyageur qui s'appelle Gobineau a rencontré en Perse un juif local, familier en Perse. On a parlé déjà de la Perse, on n'a pas tout fait, mais situation dramatique. Perse, Yémen et Maroc sont les pires pays musulmans. Là, il trouve là-bas un juif, familier de la pensée de Spinoza, non, attendez, et qui demande qu'on lui envoie des livres sur Kant, parce qu'il faut qu'il étudie Kant, au fin fond de la Perse. Donc, vous voyez, il y a des gens qui accèdent à quelque chose extrêmement intéressant. Bon, parfois, on se demande comment, mais voilà, il y a des voyageurs, il y a des gens qui vont, qui viennent, et ça s'ouvre. Alors, les maskilim, évidemment, sont très critiqués dans ce judaïsme d'Orient, mais pour autant, parce qu'ils se coulent le cocotier, là, mais pour autant, ils sont de plus en plus portés, si vous voulez, un peu plus tard aussi par la colonisation, qui elle aussi impose une certaine modernité. Le premier intellectuel du Maghreb moderne, alors ne vous trompez pas, les rabbinim sont aussi des intellectuels, mais je ne parle pas du côté anarchique ou étude de nos textes, je parle des intellectuels en phase avec les idées modernes. Donc le premier intellectuel du Maghreb moderne s'appelle Shalom Flach, F-L-A-H, ses dates c'est 1855-1936, et c'est le chef de file des maskilim de Tunis. C'est le tout premier. Et il correspond, allez voir avec qui il correspond. On est milieu troisième quart du 19e siècle. Il correspond avec Nahum Sokolov, à Varsovie, du journal Haasif, mais et, entre autres, avec d'autres écrivains également, et même chez les Juifs d'Irak. L'Irak est quand même un petit peu plus reculé, on reçoit ces journaux d'Europe. Donc voilà, on a Shalom Flach, qui lui a une correspondance suivie. En Irak, c'est moins régulier, mais il y a des rapports. Et vous allez voir que ça va loin, puisque entre 1863 et 1871, donc sur une petite dizaine d'années, Shimon Mizrahi publie à Bagdad la traduction en arabe de Hadover, un journal des maskilim de Varsovie, lui aussi, en Irak, en arabe écrit en lettres hébraïques. Je ne sais pas tout. Il y a des journalistes qui sont aussi libraires, et ces journalistes libraires sont des véritables passeurs, passeurs d'idées, passeurs de modernité, passeurs de livres aussi, et très actifs dans cette révolution intellectuelle, évidemment. Et ainsi, on a à Bagdad, Rabbi Shlomo Hussin. Ses dates, c'est 1843-1893.
Il est journaliste et libraire, et rabbin aussi. Et il correspond, écoutez bien, avec Hamagid, avec Hatzfira en hébreu et en Europe, également avec Hachamat Selet en Eretz Israël. Donc, un des premiers journaux parus ici en Eretz Israël. Et il a toute cette correspondance, il a toute cette profusion journalistique, et il va traduire une partie de ses journaux. Il va fonder une imprimerie en 1888, sa propre imprimerie hébraïque, évidemment. Et là, il va publier d'une part des journaux ou des extraits de journaux, et également, ce qui est intéressant, des œuvres inédites de rabbins d'Irak qui n'étaient pas connues et qui seront diffusées dans les yeshivot. Voilà. Alors, étonnant. Il y a des gens qui parlent yiddish, d'autres qui parlent l'hébreu, l'arabe, la haketia, le berbère. Mais comment est-ce qu'on peut se parler? Alors voilà, on a un grand souci, où on a un dénominateur commun plus exactement, c'est l'hébreu. L'hébreu qui sera la langue de la diffusion large de toutes ces idées modernistes. C'est la langue de contact entre toutes les communautés, et elle permet très souvent les toutes premières relations. Par exemple, en 1899, à Ouazzane, au Maroc, donc tout à la fin du 19e siècle, la seule langue commune entre les instituteurs de l'Alliance et la population juive, c'est l'hébreu. Ils n'ont pas d'autre moyen de se faire comprendre. Donc, on va parler en hébreu. Voilà. Alors, évidemment, je n'ai pas fini, comme d'habitude, mais la prochaine fois, nous allons continuer ça. Et puis, on va aussi parler de quelque chose d'assez peu connu, c'est la solidarité des communes. Quand je vous parle de l'Alliance israélite, évidemment, c'est la solidarité de la communauté ashkénaze envers les communautés séfarades. Et c'est vrai, avec toutes les erreurs qu'ils ont pu avoir commises, on en a déjà beaucoup discuté, ces gens ont fait un formidable travail de solidarité juive. Mais la réciproque, qui est moins connue, est vraie aussi. Nous allons voir comment des communautés juives séfarades vont créer des fonds pour aider les Juifs des pogroms de Russie, des pogroms de Kiev, vont recevoir des Juifs dans les pays arabes et les aider de toutes les manières possibles. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ce sera une partie du prochain cours, plus la suite de ce soir. Voilà, ça nous occupe bien. Maintenant, si vous avez des questions. Merci beaucoup, Todorama Georges. Et donc, on va passer maintenant aux questions. Il y a déjà une question sur le chat du Portugal. Mon arrière-grand-père, passeport portugais 1873. Ariel, tu veux développer ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question? Un passeport portugais de 1873? Oui. À Tétouan, peut-être. Oui, j'étais à Paris en 2001-2002. J'étais allé chez un cousin qui avait fait des recherches, Jacques Etelgui, à la Shalom, et il m'avait montré un papier, enfin un morceau de journal. C'était quelqu'un qui avait fait des recherches pour lui, et plusieurs personnes qui avaient reçu ça. Et j'avais vu qu'en 1873, déjà mon grand-père, qui était mon arrière-grand-père, Ben Shemuel Etelgui, donc Samuel, était protégé. Il était protégé. Ce qui s'était passé, il y a eu le fameux massacre de 1790. Et donc, ils ont profité de la présence des Espagnols à Tétouan. Et il n'y avait donc plus la notion de dhimmi, il n'y avait plus non plus une demande d'autorisation pour un juif de partir avec sa famille. Donc, lui, il est arrivé à Casablanca avec son père et un frère. Et d'autres frères à lui sont partis donc en Argentine. Il a réussi à obtenir la nationalité donc en 1873 pour le Portugal. Il est possible que la famille, après l'Espagne, était passée aussi au Portugal avant de revenir au Maroc, parce qu'ils étaient déjà, à l'époque, deux siècles avant la destruction du temple, ils étaient déjà donc en Afrique du Nord, et il a reçu son passeport. Et quand il y a eu un nouveau roi, un nouveau sultan en 1800, le sultan Hassan Ier était venu à Casablanca. Ils avaient demandé, dans ces parages de la 1874, ils avaient demandé l'amélioration des conditions des Juifs, y compris la possibilité de construire, parce qu'ils étaient trop à l'étroit dans le Mela. Et donc, Hassan Ier était relativement souple. Hein.
Voilà, et donc il est devenu Tadjira Sultan, donc commerçant pour le Oui, oui, roi. c'est ça. Il s'occupait de l'exportation des grains pour comme Hassan ça. Donc, Ier était un sultan relativement tolérant. voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et bon, la rencontre avec eux, il était aussi pauvre que sa population. Donc, on essayait de prendre un petit Oui, tout à fait. plateau avec quelques bijoux, n'est-ce pas? Et donc, il était sur son cheval. Et alors, on lui offrait ce petit plateau comme ça avec quelques bijoux et d'autres choses. Et donc, il a accepté ce principe-là, y compris la possibilité chez eux, à l'intérieur des murs, de construire une synagogue aussi, qui ensuite, par la suite, est devenue donc la synagogue Etedgi, dans laquelle il y avait deux chambres pour les Chadarim. Il y Ah avait oui, deux chambres pour les Chadarim qui étaient là-bas. C'était entre leur maison et la synagogue, deux chambres. Et les Chadarim qui arrivaient là-bas, donc savaient qu'ils pouvaient, comme à l'époque de Elisha Hanavi, n'est-ce pas, ils avaient fait construire quelque chose. Lui, il avait construit quelque chose là-bas, y compris des gens de Tibériade. Et j'espère que je vais retrouver cette carte. Il y a une petite carte sur le Kollel ou sur le Talmud Torah donc de de Tibériade. Tibériade, déjà de Oui. l'époque. Il y avait Elias Etetgui qui ramassait de l'argent pour eux. Il y avait aussi une lumière dans la synagogue. Les gens donnaient aussi de l'argent pour de l'huile pour le Meir Baladnes. Et ce Pour qu'il y avait meilleur en plus, et voilà, que vous c'est ça. voyez Voilà. C'est ce tout que de je suite, disais tout à l'heure. Mais ce qui était intéressant, c'est que ces institutions étaient localisées officiellement au Maroc voilà, c'est ça, exact. et étaient physiquement installées en Israël. En Eretz Israël. En La Israël. dernière chose dont tu as parlé, j'avais parlé avec le rabbin Isaac Rouge, que à Tlemcen aussi, ils avaient aussi ramassé de l'argent après le pogrom de Kiev, n'est-ce pas? Donc, Oui, mais ça, je n'ai pas encore parlé. non, non, On je va y sais bien. venir. On Pour va y ne venir. pas. Non, non, mais tu as raison, c'est bien, c'est bien, Voilà. c'est bien, tout à Alors, pour fait. Eretz Israël, dans le Birkat Amazon séfarade, j'ai même un livre imprimé à Vienne, avant le Nodé Lecha, Ze'al Artsenu, Ve'al Nahalat Avotenu. Tous les Wow. jours, chaque fois comment appelle-t-on ça, que on fait le Birkat Amazon, avant le Nodé Lecha, Al Artsenu, Ve'al Nahalat Avotenu, Az Nodé Lecha. Donc, le souvenir Tout à était, fait. était là. J'ai vu dans des archives de M. André Frenkel, qui repose en paix à Strasbourg, il y a un certain nombre d'années. Son fils m'avait montré un dossier dans lequel il y avait des coupures de journaux, et malheureusement, c'était de 1967. On voyait des jeunes filles juives, n'est-ce pas, là-dedans, qui avaient été converties, n'est-ce pas. Il y Oui, avait oui. des choses, on pensait que c'était la fin de Ham Israël et tout ça. Donc, l'Istiklal, il avait son journal, il s'était permis comment on appelle, de montrer ces photos. Je n'ai pas repris, mais je sais que c'est à Strasbourg. Si je peux Ah, maintenant M. encore. Frankel a fait un travail formidable. Oui, 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 le Il a fait aussi un extraordinaire travail sur les ketubot juives alsaciennes. Oui, Et c'est très intéressant parce que c'est écrit en yiddish judéo-alsacien et en allemand cursif gothique. oui, Il faut savoir le lire, c'est très absolument. compliqué. Mais par ces ketubot, on peut connaître toute la sociologie des familles juives d'Alsace. Ouais, C'est ouais, un travail fabuleux. ouais, 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 ouais. Maintenant, pour le passage au niveau de l'évolution, pas de l'évolution, toute une certaine jeunesse qui ne faisait plus la lecture pour Shivirichel Pessar. Et à Casablanca, je parle, pour Shivirichel Pessar et pour Shavuot, la veillée de Shavuot. Donc, au Dej et d'autres endroits, à Casablanca, ils avaient remplacé comment on appelle ça, la lecture de toute la nuit par des conférences. Là, je parle des années 60 déjà. Oui, Donc, c'est il y ça. avait déjà pour ces gens qui étaient médecins, qui étaient avocats, des choses comme ça, pour Voilà. conserver ça. Donc, au Dej, à Casablanca, il y avait maintenant une petite histoire piquante et mignonne à propos des gens du Joint ou d'une organisation américaine qui étaient venus dans un petit village. Je ne sais pas si c'était dans l'Atlas, dans le sud marocain. Et ils sont allés là-bas parce qu'ils voulaient faire le tour de communauté pour savoir comment aider. Et ils sont arrivés, bien sûr, la première personne qu'il fallait voir, c'était le rabbin. C'était lui un petit peu le patron de l'endroit. Et donc, alors, il était en train de travailler, il était en train de faire quelque chose, une broderie ou je ne sais pas quoi. Dès que je finis, je leur parle. Et alors, quand il y a son adjoint, son secrétaire qui est venu, tu lui dis-leur d'attendre un petit peu à ces gens-là qui sont venus. Ils ne savaient pas du tout qui c'est qui était venu. Ils pensaient que c'était des chadarim. Je vais faire le tour pour ramasser un petit peu d'argent pour les aider. Et il y a même une dame qui était là-bas qui s'est mise à pleurer quand on leur a dit en anglais, n'est-ce pas, ce que le rabbin voulait faire on m'avait raconté des petites histoires comme ça. Il faisait
le tour, bien sûr, avec le rabbin David Abergel et donc André Frenkel, n'est-ce pas? Il faisait le tour pour savoir qu'est-ce qui se passait dans les communautés fait, donc, tout à fait. à l'époque. Voilà, c'est ce que j'ai Merci à dire. beaucoup, Ariel. Merci beaucoup pour Toujours intéressant parce que c'est très coloré, c'est très vécu. Voilà, merci. D'autres questions? J'entends pas. Anita Septimus, il faut ouvrir le micro. Voilà, Moi, vous pouvez ouvrir le micro. j'ai pas une question, mais j'ai quelque chose à proposer à Monsieur Spira. Et mon grand-père, il était historien et il a écrit l'histoire des Juifs d'Alsace en examinant selon les tombes et les inscriptions des tombes. Et je pense que ça pourrait vous intéresser. Ah, absolument. Et comment il s'appelait votre grand-père? Il s'appelait Paul Hildenfinger. 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 Il était d'où? De Colmar? Non, il était de Strasbourg, je crois. Strasbourg? Ah oui, oui, c'est intéressant. Et on en parle, c'est-à-dire qu'il était reconnu et jusqu'à maintenant, il y a des gens qui le citent dans leur maîtrise et dans leur devoir. Mais il est mort à 40 ans, 45 ans, quelque chose comme ça. Il était... Ah, c'est très intéressant si je pouvais trouver ce truc-là. Je pense que si j'ai votre téléphone, je pourrais vous trouver, on pourrait vous prêter un de ces livres. Ah, volontiers, ben, je vous le donne. Si vous voulez le noter. Joëlla, je te l'envoie. Je te l'envoie D'accord. tout de suite, Joëlla, OK? D'accord. Très bien, merci. Merci. Super Merci à cool. vous. Merci beaucoup. Très intéressant. C'est gentil. Merci Bonsoir, beaucoup. Alors, ce qui est intéressant là sur les tombes d'Alsace, il y a un Allemand non juif qui s'appelle Heinrich Boll, qui a fait une étude incroyable sur les cimetières alsaciens, qui a recensé toutes les tombes parce qu'on a des cimetières très anciens où des tombes sont enfuies dans la terre, etc. C'est compliqué. Il a fait un travail fabuleux. Ce monsieur est décédé maintenant, il n'y a pas très longtemps. Un travail fabuleux, Heinrich Boll. Il a d'ailleurs fait autre chose, et ça c'est une petite histoire rigolote. La synagogue, l'ancienne synagogue d'un petit village qui s'appelle Markolsheim a été vendue parce qu'il n'y a plus de juifs à Markolsheim. Et on a commencé à la détruire, etc. Et ce bonhomme est allé sur place et il a sauvé de justesse, alors que la communauté ne s'en est absolument pas occupée. Il a sauvé une série de mapotes. Vous savez ce que sont les mapotes? Ce sont des bandes de tissu qu'on enroule autour du Sefer Torah. Et ces mapotes sont le lange sur lequel on fait la milad du bébé. Et à l'âge de 3 ans, on coupe ça en bandes et on tourne ça autour du Sefer Torah, au lieu d'un nœud, voilà. Et il a sauvé toute une série de mapotes. Et ces mapotes sont très intéressantes parce qu'on trouve là-dessus la naissance, des vœux pour l'enfant, qu'il apprenne bien la Torah, qu'il se marie, etc. Mais ça nous raconte aussi beaucoup d'autres histoires. Des mapotes, et il y a beaucoup à raconter là-dessus. Il y a un bouquin qui a été écrit là-dessus d'ailleurs aussi. Donc voilà. Ça servait de registre de pièces d'identité. Ces mapotes servaient de registre et de pièces d'identité pratiquement. Absolument. Absolument. Mais il n'y a pas que ça. Par exemple, après l'émancipation des Juifs de France, tu vois la proclamation de patriotisme des Juifs, puisque les mapotes sont couverts de drapeaux français. Oui. Donc, ça exprime encore autre chose. C'est marrant. C'est fabuleux. Bonjour Gérard. Allez, tu m'as vu? Ouais, t'as vu? Pas besoin de te cacher.